Imaginez une mère infirmière, brisée par la perte et la solitude, luttant pour protéger son fils dans un monde qui semble s'effondrer. Puis, un inconnu entre en scène, et un simple geste de compassion change tout. Prêt à plonger dans une histoire où l'espoir renaît des cendres d'une tragédie au cœur de Paris? Laissez-vous emporter par ce récit poignant. Et abonnez-vous à Histoire qui touche l'âme pour découvrir chaque semaine des histoires vraies, pleines de courage et de cœur. Ne manquez pas cette vague d'émotions. Sous les néons blafards du couloir de l'unité des Grands Brûlés de l'hôpital Necker, niché au cœur du 15e arrondissement de Paris, une tempête éclatait, aussi soudaine qu'un orage d'été. Camille, une infirmière de 32 ans aux cheveux blonds défaits, tombant en mèches désordonnées autour de son visage marqué par l'épuisement, serrait son fils de 6 ans, Théo, contre sa poitrine. Ses yeux noisettes, brillants de larmes contenues, trahissaient un mélange de colère et de terreur. Son uniforme bleu, froissé après une nuit de garde, portait encore les plis d'une longue journée. 2 agents de sécurité, en uniformes noirs impeccables, la coinçaient contre un mur carrelé, leurs visages impassibles, comme si elle était une intruse plutôt qu'une mère désespérée. Camille, le souffle court, criait d'une voix rauque, écorchée par l'émotion. « Mon fils n'a rien fait de mal. Il a juste voulu aider un patient, pas lui faire du mal. » Ces mots claquaient dans le couloir, résonnant comme un écho dans une cathédrale vide. Face à elle, Martine, la responsable de l'équipe de nuit, se tenait droite, le visage écarlate, ses lunettes à monture métallique glissant sur son nez. Elle agitait un clipboard usé, ses doigts crispés sur le plastique. « Elle est virée !» lança-t-elle aux agents, sa voix tremblante de colère. Son fils a causé un malaise à un patient. C'est une faute grave, une responsabilité inacceptable pour l'hôpital. Camille, le cœur battant à tout rompre, secouait la tête, ses boucles blondes s'agitant frénétiquement. « C'est faux !» protesta-t-elle, la voix brisée par l'émotion. « Noah s'est calmé grâce à Théo. Demandez à n'importe qui dans cette unité. » Martine, inflexible, planta ses yeux dans ceux de Camille. « Tu n'as plus rien à faire ici, Camille. C'est fini. Pars maintenant. » Un des agents, un homme massif au regard fuyant, attrapa le bras de Camille. Elle tenta de se dégager, ses baskets usées grinçant sur le sol lisse, tout en tenant Théo, qui sanglotait à présent, ses petits doigts agrippant le tissu rêche de son uniforme. Les larmes du garçon trempaient le col de Camille, et ses sanglots hachés déchiraient l'air. Puis, dans un moment de chaos, le pied de Andrea glissa sur le carrelage luisant. Elle tomba à genoux, un craquement douloureux résonnant dans ses jambes, mais ses bras restèrent enroulés autour de Théo, le protégeant comme un bouclier. C'est alors qu'une voix grave, comme un coup de tonnerre dans le silence, fendit l'air. « Stop. Qu'est-ce qui se passe ici ?» Le couloir s'immobilisa, figé dans une tension palpable. Les néons semblaient clignoter plus lentement. Un homme avançait à grands pas depuis l'extrémité du couloir, sa silhouette imposante découpée contre la lumière crue. Antoine, le nouveau directeur de l'hôpital, âgé d'une 40aine d'années, portait un costume gris anthracite taillé sur mesure, ses boutons de manchette en argent scintillant légèrement sous les néons. Ses cheveux poivre et sel, soigneusement coiffés, et ses yeux gris acier, donnaient une impression d'autorité naturelle. Il avançait avec une assurance qui faisait reculer les gens, sans qu'il ait besoin de le demander. « Quelqu'un m'explique pourquoi une mère et son enfant sont malmenés dans un hôpital ?» demanda-t-il, sa voix calme, mais tranchante comme une lame. Martine, déstabilisée, ajusta nerveusement ses lunettes. « Monsieur Antoine, » bégaya-t-elle, « cette femme a été renvoyée. Elle a amené son fils dans une zone interdite aux enfants. Il est entré dans la chambre d'un patient sans autorisation, provoquant un incident grave. » Bernard s'approcha de Camille, toujours à genoux, ses yeux brillants de larmes qu'elle refusait de laisser couler. Pendant un instant, le temps sembla suspendu, comme si les mois de douleur, de nuit blanche et de solitude s'effaçaient dans le regard ferme mais doux d'Antoine. Il tendit une main, ses doigts forts et assurés. « Ça va », murmura-t-il. Camille, hésitante, hocha la tête, ses lèvres tremblantes. Elle ajusta Théo dans ses bras, ses muscles tendus par l'effort. Bernard s'agenouilla légèrement, son regard à hauteur de celui du garçon. « Salut toi, tu dois être Théo », dit-il avec un sourire chaleureux. Théo, les yeux rougis, renifla, ses petites mains serrant encore plus fort l'uniforme de sa mère. « On est en danger », demanda-t-il d'une voix tremblante. « Non,
répondit Bernard avec une fermeté douce. Toi et ta maman, vous n'êtes pas en danger. Pas ici, pas maintenant. Il se releva, son ton devenant sec face à Martine et aux agents. Cette discussion est terminée. Emmenez Madame Leroux et son fils au salon du personnel. Je prends le relais. Martine ouvrit la bouche, ses lèvres pincées. Mais, monsieur Antoine. J'ai dit que je m'en occupe, coupa-t-il, son regard la réduisant au silence. Elle recula, son clipboard serré contre sa poitrine. Bernard se tourna vers Camille, ses traits adoucis. Vous avez l'air d'avoir besoin d'un moment pour respirer. Venez avec moi. Camille, serrant Théo plus fort, sentit une chaleur inattendue dans sa poitrine. Cet homme était un inconnu. Et pourtant, le salon du personnel, niché au bout d'un couloir discret, était un havre de calme. Les murs beiges, légèrement écaillés, étaient décorés de vieilles affiches de consignes médicales. Une odeur de café brûlé et de désinfectant flottait dans l'air. Andrea s'installa sur un canapé en cuir usé, ses ressorts grinçant sous son poids. Théo, blotti contre elle, avait cessé de pleurer, ses paupières lourdes de fatigue. Ses petites baskets pendaient dans le vide, et son éléphant en peluche, élimé par des années d'amour, reposait sur ses genoux. Antoine, debout face à eux, les bras croisés, les observait sans une once de jugement. « Prenez tout le temps qu'il vous faut », murmura-t-il, sa voix comme une caresse. Puis il sortit, refermant la porte avec douceur pour leur laisser un moment d'intimité. Andrea ferma les yeux, sa tête reposant contre le mur frais. Son esprit s'égara dans un tourbillon de souvenirs douloureux. Tout avait commencé un dimanche soir, dans un petit appartement du quartier de Montmartre, où les murs sentaient encore la peinture fraîche des jours heureux. C'était là que Théo était né, là que Andrea et son mari, Julien, avaient rêvé d'une vie simple mais pleine d'amour. Mais un court-circuit avait tout réduit en cendres. En quelques minutes, les flammes avaient englouti la moitié de l'immeuble. Camille, réveillée par l'odeur âcre de la fumée, avait attrapé Théo, à peine vêtu de son pyjama à motif de fusée, et s'était enfui, ses pieds nus brûlant sur le bitume. Julien n'avait pas eu cette chance. Il n'était pas sorti. Les semaines après l'enterrement avaient été un cauchemar. Les économies s'étaient envolées pour payer les dettes et un nouveau loyer. Andrea et Théo avaient emménagé dans un sous-sol exigu près de la station de métro Guy Moquet, où l'humidité tachait les murs et où le bruit des tuyaux résonnait la nuit. Théo, traumatisé, se réveillait en hurlant, terrifié par le moindre craquement, refusant de dormir sans une lampe allumée dans le placard. Camille, déchirée, n'avait pas les moyens de payer une garde d'enfants à temps plein, encore moins une thérapie pour son fils dont l'anxiété grandissait. La liste d'attente pour une aide gratuite s'étendait sur 8 mois. Alors, elle avait pris une décision risquée. Les soirs où elle n'avait personne pour garder Théo, elle l'emmenait à l'hôpital. Elle lui préparait un coin dans la salle de pause, avec une couverture douce à motif d'étoiles, son éléphant en peluche et des écouteurs diffusant des sons de pluie apaisants. Parfois, il dormait. Parfois, il restait éveillé, dessinant en silence. Mais au moins, elle pouvait veiller sur lui, glisser un regard entre deux patients, lui murmurer des mots tendres quand il gémissait dans son sommeil. Martine, dès le premier jour, semblait avoir une dent contre Camille. Elle ne le disait jamais clairement, mais ses remarques mordantes, ses regards en coin lors des réunions, ses critiques sur les infirmières trop émotives trahissaient son mépris. Elle reprochait à Andrea de passer trop de temps à lire des histoires aux enfants hospitalisés, de s'attacher trop aux patients. Camille, docile, avait tenté de se conformer, réduisant les moments de lecture, laissant Théo seul à la maison quelques nuits. Mais un soir, Théo avait fait une crise de panique si violente qu'il s'était effondré sous la table de la cuisine, le visage bleui, incapable de respirer. Andrea l'avait porté jusqu'aux urgences, terrifiée. Cette nuit-là, elle s'était juré de ne plus jamais le laisser seul. Alors, elle avait établi une routine. Théo venait avec elle, restait discret dans un coin, sage comme une image. Jamais il n'avait perturbé une procédure. Et pourtant, elle avait été virée pour ça. Ce matin-là, dans l'aube pâle qui filtrait à peine à travers les fenêtres du couloir, Andrea avançait lentement, un carton usé dans les bras. À l'intérieur, son stéthoscope, une photo de Théo déguisé en super-héros avec une cape rouge et une tasse en céramique peinte à la main, ornée d'un infirmière Andrea en lettres maladroites, cadeau d'un jeune patient. Théo marchait à ses côtés, silencieux, ses petites mains serrant le bas de son uniforme, ses yeux scrutant les murs avec anxiété. En passant près de l'unité des grands brûlés pédiatriques, un cri perçant déchira l'air. Dans une chambre, un garçon de 8 ans, Noah, se débattait sur son lit,
ses bandages blancs contrastant avec sa peau rougie. « Non !» hurlait-il, terrifié, tandis qu'une infirmière débordée tentait de le calmer. « Noah, s'il te plaît, on veut juste t'aider à guérir, » suppliait-elle. Andrea posa une main sur l'épaule de Théo. « Continuons, mon cœur, » murmura-t-elle. Mais Théo s'arrêta net, lâcha sa main, et sans un mot, entra dans la chambre. Camille, pétrifiée, sentit son cœur s'arrêter. « Théo, non !» lança-t-elle, mais sa voix se perdit. Théo s'assit calmement sur une chaise près du lit de Noah, ouvrit son petit sac à dos à motif de fusée et en sortit une feuille froissée. Il la déplia avec soin, comme un trésor. « Moi aussi je criais avant », dit-il doucement, sa voix claire malgré la tension dans la pièce. « C'est mon robot. Il a des bras anti-feu et des pieds froids. Il m'a sauvé quand le feu est venu. Je le dessine quand j'ai peur. » Noah, figé, observait Théo. Ses mains cessèrent de trembler, sa respiration ralentit. Il tendit la main, prit le dessin et le serra contre sa poitrine, comme un talisman. Pour la première fois, il se rallongea sans crier. Un silence émerveillé enveloppa la pièce, les infirmières échangeant des regards stupéfaits. Camille, dans l'embrasure de la porte, sentit son cœur se serrer, un mélange de fierté et de peur. Puis, un cri strident brisa le moment. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» hurla Martine, entrant comme une furie, son clipboard claquant contre sa jambe. « Tu mets les patients en danger, Andrea ?» Théo, effrayé, se réfugia derrière sa mère, ses petites mains agrippant ses jambes. Les infirmières baissèrent les yeux, mal à l'aise. « Sécurité !» cria Martine, son visage empourpré. « Non !» dit une voix calme mais autoritaire derrière elle. Tout le monde se tourna. Bernard tenait dans l'embrasure, sa silhouette imposante emplissant l'espace. « Je m'en occupe », déclara-t-il, son regard passant de Martine à Théo, puis au dessin que Noah serrait toujours. Il s'approcha du lit, s'agenouilla doucement. « Je peux voir ton dessin ?» demanda-t-il à Noah. Le garçon hocha la tête et le lui tendit. Bernard étudia le robot, ses lignes maladroites mais pleines de cœur, puis se tourna vers Théo et Camille. « Ce garçon n'a mis personne en danger », dit-il clairement. Il a rappelé à quelqu'un comment être courageux. Plus tard, dans le salon du personnel, Andrea berçait Théo, endormi dans ses bras, ses petites joues encore humides de larmes. Bernard revint, une couverture en laine douce, une bouteille d'eau et une serviette chaude à la main. Il s'agenouilla près de Théo, écartant délicatement une mèche brune de son front. « Il est épuisé », murmura-t-il. Andrea acquiesça, ses yeux fatigués, mais reconnaissants. « Ça fait des mois difficiles », admit-elle. Bernard s'assit en face, ses coudes sur les genoux, son regard attentif. « Tu n'as pas à tout expliquer maintenant, mais j'aimerais comprendre », dit-il. Andrea hésita. Elle avait appris à se méfier, à ne pas attendre de justice. Mais la douceur dans la voix d'Antoine, la façon dont il regardait Théo comme un être humain, pas un problème, brisa ses défenses. « Tu sais que j'ai été viré », murmura-t-elle. « Je sais ce que Martine a dit », répondit-il. « Ça ne veut pas dire que c'est vrai. » Il se va, son costume légèrement froissé par la journée. « Attends ici. Je vais vérifier ce qui s'est passé. » Dans le bureau de la sécurité, une pièce exiguë au mur gris, Bernard demanda les images des caméras. L'agent, un jeune homme nerveux, tapa sur son clavier, et l'écran s'alluma. On y voyait Camille, son carton dans les bras, Théo à ses côtés, son sac à dos rebondissant sur ses épaules. Puis Théo s'arrêtant, regardant par la porte ouverte, entrant dans la chambre. Bernard observa, le menton serré, tandis que Théo s'asseyait près de Noah, sortait son dessin et parlait doucement. Noah se calmait, ses épaules s'abaissant, son visage s'adoucissant. Puis Martine, entrant en trombe, pointant Théo comme une menace. Bernard posa la vidéo, ferma les yeux un instant, inspira profondément. « Ce n'est pas une faute », murmura-t-il, « c'est de l'humanité. » De retour dans le salon, il s'assit près de Camille. « J'ai tout vu », dit-il, sa voix douce mais ferme. « Ton fils a fait quelque chose qu'aucun médecin ou infirmière n'a réussi. Il a apaisé un enfant terrifié. » Andrea cligna des yeux, des larmes roulant sur ses joues. « Alors, pas de poursuite ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Bernard secoua la tête. « Pintant, non, Camille. Je vais rétablir ton nom. Tu as été trahi par le système, traité comme un problème alors que tu faisais tout pour survivre. Et pourtant, tu as fait une différence. » Quelques jours plus tard, dans une salle de réunion au dernier étage de l'hôpital, donnant sur les toits de Paris où la tour Eiffel perçait l'horizon, Bernard se tenait face à une foule de médecins en blouse blanche, d'infirmiers en uniforme coloré et d'administrateurs armés de tablettes. Derrière lui,
Un grand écran affichait une image figée. Théo, assis près du lit de Noah, tenant son dessin. « Ce n'est pas une réunion disciplinaire, déclara-t-il, sa voix résonnant dans la pièce silencieuse. C'est un miroir. Ce que nous voyons aujourd'hui définira qui nous sommes. » Il lança la vidéo. La salle, captivée, observa Théo entrer dans la chambre, s'asseoir avec précaution, déplier son dessin. Les infirmières, d'abord tendues, se détendirent en voyant Noah se calmer, ses petites mains serrant le dessin contre lui. Quand l'écran s'éteignit, Bernard se tourna vers l'assemblée. Ce garçon a offert à un patient en détresse ce que nous, professionnels, n'avons pas su donner. De l'empathie, son histoire. Ça a sauvé quelqu'un. Bernard hocha la tête. Dès aujourd'hui, Andrea Leroux est réintégré à son poste, sans sanction. Et nous allons plus loin. Nous ouvrons une salle de thérapie créative, inspirée par Théo. Un lieu où les enfants pourront guérir par l'art, les histoires et la compassion. Andrea en sera la responsable. Les applaudissements éclatèrent, d'abord hésitants, puis puissants, comme une vague de ferlant sur la scène. Camille, adossée au mur, sentit des larmes couler sur ses joues. Une révolution, née du courage d'un petit garçon, venait de commencer. Une semaine plus tard, Andrea entra dans la nouvelle salle de thérapie, nichée dans une aile calme de l'hôpital. Les murs, peints d'un bleu apaisant comme le ciel d'un matin d'été, étaient bordés de guirlandes en papier coloré, fabriquées par les enfants. Des étagères débordaient de crayons, marqueurs, puzzles et jouets sensoriels. Sur une table basse, un plateau de pancakes en forme de robot attendait, accompagné d'une note en écriture soignée, pour notre thérapeute d'honneur de la part du bureau d'en haut. Andrea sourit, ses yeux embués, et toucha la note du bout des doigts, comme pour ancrer ce moment. Les semaines suivantes, Bernard devint une présence discrète dans la salle. 2 fois par semaine, sans prévenir, il apparaissait, sans cravate ni clipboard, ses manches retroussées. Il s'asseyait sur un petit coussin, coloriait avec les enfants ou écoutait leurs histoires. Les enfants l'adoraient, et Théo plus que tous. Un après-midi, Théo lui tendit un nouveau dessin, un robot vert aux bras ornés de fleurs. « Il aide les gens à se sentir moins seuls », expliqua-t-il. Antoine, ému, prit le dessin comme un trésor. « Comme toi », répondit-il. Bientôt, Théo l'appela tonton Antoine, et Antoine, un sourire dans les yeux, ne le corrigea jamais. Andrea travaillait tard, parfois sans rentrer chez elle, son sac de nuit toujours prêt dans le vestiaire. Bernard remarqua, comme il remarquait tout, un soir, après un double quart, elle trouva dans le salon du personnel une couverture en laine tricotée, une tasse de thé à la camomille fumante et un sachet de lavande parfumée. Une note, épinglée au sachet, disait « Tu es essentiel ici, mais pas sans repos ». Camille, émue, serra la couverture contre elle, sans poser de questions. Une nuit, épuisée, elle vacilla près du poste des infirmières, un frisson de fièvre la secouant. Antoine, qui passait par là, la rattrapa avant qu'elle ne tombe. Son bras ferme mais doux. « Pas de discussion », dit-il, la guidant vers l'ascenseur. « Tu vas te faire examiner. » Il attendit 2 heures devant la salle d'examen, répondant à des emails sur son téléphone, une tasse de café froid à la main. Quand Andrea sortit, pâle mais rassuré, il sourit. « Tu as gagné une nuit sans jouer les invincibles », lança-t-il. Elle rit faiblement. Un après-midi pluvieux, alors que Andrea et Théo attendaient un bus sous un abri dégoulinant près de l'hôpital, Bernard arrêta dans sa voiture, une berline noire luisante sous la pluie. « Montez !» dit-il, baissant la vitre. Théo grimpa à l'arrière, son sac à dos trempé, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Camille, hésitante, monta à son tour, ses cheveux collés par la pluie. Chez Antoine, une maison chaleureuse dans le quartier du Marais, des étagères débordaient de livres et un vieux tourne-disque diffusait une mélodie douce. Il prépara des sandwichs au fromage fondant et une soupe de tomates fumantes. Théo, épuisé, s'endormit à table, sa tête tombant doucement. Andrea voulut le réveiller, mais Bernard arrêta d'un geste. « Je m'en occupe. » Il porta Théo jusqu'au canapé, le couvrit d'une couverture en laine et glissa son éléphant en peluche près de lui. Camille, depuis la cuisine, regardait, une cuillère figée dans sa main. Bernard revint, essuyant ses mains sur un torchon. « Il était out avant que je le pose », dit-il avec un sourire. La pluie tambourinait sur les fenêtres, emplissant le silence. Bernard la regarda, vraiment. « Je ne cherche pas à remplacer qui que ce soit, dit-il, sa voix basse. Je sais qu'il y a du chagrin, et qu'on n'en guérit pas comme ça.
Camille, les yeux brillants, murmura « Je ne veux pas quelqu'un qui répare tout. Juste quelqu'un qui reste. » Bernard hocha la tête. « Je ne pars pas. » 1 an plus tard, la salle de thérapie n'était plus seulement une pièce. C'était un mouvement. Des hôpitaux à travers la France, de Marseille à Lille, reproduisaient son modèle. Des espaces conçus pour guérir par l'art et l'empathie. Camille, devenue un symbole de résilience, parlait dans des conférences, sa voix douce mais puissante racontant les histoires des enfants et de leurs familles. Elle restait des nuits entières avec les patients en phase terminale, formait les nouvelles infirmières avec patience, bâtissait un programme à partir des cendres de son propre chagrin. Antoine, toujours en retrait, la soutenait sans jamais chercher la lumière. Pour les 7 ans de Théo, ils organisèrent une fête dans la salle de thérapie, transformée en une galaxie scintillante. Des planètes en papier pendaient du plafond, des guirlandes lumineuses clignotaient comme des étoiles. Un robot en carton, peint en argent par Théo, trônait fièrement au centre. Au milieu des rires et des gâteaux couverts de crème, Bernard tendit à Andrea un carnet relié en cuir, orné du premier dessin de Théo, son robot au bras anti-feu. À la dernière page, en écriture soignée, une phrase « Construisons ce foyer ensemble. Veux-tu m'épouser ?» Camille, les larmes roulant sur ses joues, murmura « Oui !» Théo sauta dans leurs bras, criant « On est une famille !» 1 mois plus tard, le mariage eut lieu dans la salle de thérapie, décorée de fleurs en papier et de dessins d'enfants accrochés au mur. Camille, en robe ivoire simple, ses cheveux relevés par une barrette argentée, avançait. Théo devant elle, un coussin en forme de robot dans les mains, son nœud papillon légèrement de travers. La cérémonie fut brève, honnête, entourée des patients, des collègues, des enfants qui avaient peint des cœurs en carton. Ils promirent de se choisir chaque jour, sous les regards émus. Dans le jardin de l'hôpital, sous un ciel crépusculaire, ils lâchèrent des ballons ornés de dessins. Celui de Théo montrait une maison aux grandes fenêtres, pleine de sourires, avec ces mots en lettres maladroites. Un foyer, c'est là où l'amour reste. Sous la lumière dorée, leurs rires s'élevèrent, doux, vrais, libérés de la peur. Une famille, née non pas de la perfection, mais de la présence, de la compassion, et du courage d'un petit garçon au cœur assez grand pour guérir un monde blessé. Cette histoire vous a bouleversé? Rejoignez Histoire de justice, qui touche l'âme pour d'autres récits d'espoir, de courage et de compassion, qui rappellent que l'humanité triomphe toujours. Abonnez-vous, aimez, partagez et laissez un commentaire pour nous dire ce que cette histoire a éveillé en vous. Ensemble, continuons à célébrer les héros du quotidien.